Parcours de coach. Aujourd'hui dans Parcours de coach, je vous propose un focus sur la supervision et plus particulièrement sur la formation des superviseurs. Pour cela, je reçois la coach et superviseur Florence Lamy, qui est co-auteure avec Michel Moral du livre « Les outils de la supervision dans les métiers de l'accompagnement », publié en mars 2021 chez Inter Éditions. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Dans ce nouveau Parcours de coach, découvrez une femme passionnée de transmission pour qui le coaching et la supervision constituent un art. Ça tombe bien, c'est une artiste. Parcours de coach. Écoutez, un professionnel analyse sa carrière, sa pratique et sa vision du coaching. Florence Lamy, bonjour. Bonjour David. Te souviens-tu de ce que tu voulais faire plus tard, lorsque tu avais 7 ans ? Quand j'avais 7 ans, ce que je voulais faire, c'était continuer à faire ce que j'aime. J'étais une enfant très observatrice, très curieuse. Donc j'avais un lien fort avec la nature. J'étais très au courant, très intéressée par les abeilles, les fourmis, les icebergs. Il y avait aussi la pollution qui me préoccupait beaucoup. J'avais conscience que c'était important, ces sujets-là. Après, il y avait le sujet de la musique. Je faisais de la musique, du piano. J'étais au conservatoire. J'étais très intéressée aussi par la religion, la philosophie, la littérature. Je lisais beaucoup. Je me disais pas que j'allais faire un métier. Je me disais juste, il y a tout ça que j'aime et j'espère que je pourrai le faire toute ma vie. Et puis j'aimais bien soigner aussi. Peut-être préciser que tu fais de la médecine chinoise, on en reparlera un peu plus tard. Voilà, je fais de la médecine traditionnelle chinoise, on en reparlera plus tard, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de l'écosystème familial ? Quelles étaient les professions de tes parents, par exemple ? J'aime bien dire, s'il n'y avait pas eu les guerres, moi j'existerais pas. Donc je suis un enfant de la guerre, dans le sens où mon père est eurasien, il est né au Vietnam. Mon père changeait de métier tous les 2 mois. Il est arrivé en France quand il avait 11 ans. Il est assez intelligent, vraiment c'est quelqu'un qui pige tout très très vite. Et ma mère, elle est d'origine allemande. Donc elle a été élevée par son père, qui était chef d'orchestre, qui était musicien, et qui a arrêté de faire ce qu'il faisait quand il est arrivé en France avant la Deuxième Guerre. Est-ce que tu te souviens des qualités que tu avais, enfant ? J'étais très exploratrice. On est une fratrie de 5 et puis une autre de 2, donc on est 7. Moi, j'étais l'intello, l'artiste de la bande et les autres étaient très très sportifs. Moi, j'étais pas super sportive par rapport aux autres, donc tous mes apprentissages, j'allais les faire en cachette. Par exemple, je partais avec des patins roulettes et je revenais le soir sur les patins roulettes. Je savais en faire, mais personne n'avait vu par quel niveau de douleur j'avais dû en passer. C'était pas mal comme ça. Est-ce que tu veux nous parler de tes études ? Je vais te parler de mes études jusqu'au bac. J'étais chez les jésuites. Ça m'a construit une pensée. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de risques de se faire enfermer dans des systèmes d'école. Je manquais de guidance parentale, justement, parce que mon père changeait tout le temps de métier. En fait, c'était pas un sujet dans notre système familial. La politique n'était pas intéressante. L'orientation n'était pas intéressante. En terminale, en décembre, tout le monde parlait de son orientation. Je précise que j'étais tête de classe, donc c'était pas le sujet du choix. Je ne savais pas qu'il y avait des possibilités. J'étais pas au courant, suffisamment guidée, aidée autour de ça. Une jeune fille qui s'est tournée vers moi. Elle m'a dit, et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai dit, moi, je pars à New York et je vais faire Fame. Fame, c'était le film de l'époque, c'était Juilliard School. Une fois que j'avais dit ça, il y avait comme une promesse faite au monde de faire ça, donc je suis partie. Ah, donc t'es vraiment partie à New York ? Ah oui, je suis partie à New York en stop de Lyon, sans argent, sans rien, le bac en poche. Et puis, comme ils étaient tous aussi avec les histoires de Sciences Po, Normal Sup, HEC, au fond de moi, il y avait une appréhension au formatage. Donc, j'avais envie de faire mon expérience. Et donc, t'as fait une école artistique à New York ? C'est pas si simple que ça, David. Une fois que je suis arrivée là-bas, c'était compliqué parce que t'imagines quand tu débarques à New York, que t'as 18 ans, que t'as pas d'argent, tu rencontres 2-3 loups au passage. J'ai réussi à bosser, mais le problème, c'est que je donnais ce que je gagnais en une semaine, en 1 heure de cours à un étudiant de Juilliard School. J'ai vite compris que j'allais pas rentrer dans l'école comme ça. J'ai trouvé un boulot qui me laissait du temps libre toute la journée, donc j'ai fait beaucoup de danse. C'est le moment où j'ai pu développer une relation à mon expression corporelle que j'avais pas pu faire préalablement puisque je me sentais godiche par rapport à mes frères et sœurs qui avaient tous des médailles d'or de gymnastique. Et là, j'ai fait beaucoup de danse. Donc, mais vraiment, j'ai fait de la danse à la folie. J'étais au studio Caroline Carlson.
J'étais au studio Alexander, j'ai fait du mime avec Moni Hakim, un élève de Marceau. J'étais aussi dans le studio de Steven Petronino. J'ai eu de la chance, j'ai fait des belles rencontres. Et t'es resté combien de temps à New York alors ? 1 an. Quand je suis revenue en France, avec mes Santiago blanches, avec des incrustations turquoise, jaune, rose, personne m'a reconnue quand j'ai débarqué. Il y a un avant et un après pour moi. Le fait de s'autonomiser comme ça, en partant seule, à l'autre bout du monde, il n'y avait pas les téléphones portables. Ma mère, je l'ai eu 1 fois au téléphone, pour te dire. Il a vraiment fallu se débrouiller. Je pense que je m'étais développée très vite, mais j'en avais pas conscience. Donc j'ai voulu reprendre une fac. J'étais restée très très branchée sur le voyage. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose dans l'export pour pouvoir repartir. J'ai fait une fac, mais comme il fallait aussi bosser en même temps, étudiant et puis travailler, c'était pas facile. J'avais pas fait bien le boulot. Je me suis fait réprimander par un prof qui m'a dit oui, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je dis mais je pouvais pas, j'ai bossé hyper tard hier. Et là, il m'a regardé d'un air très normatif. Il m'a dit oui, mais travailler ou faire des études, il faut choisir. Et comme d'hab, je me suis levée, j'ai dit j'ai choisi. Au revoir. Et heureusement que j'ai pas continué parce que ça m'aurait pas plu du tout au final. Donc tout est bien en réalité. Donc après, j'ai choisi donc de faire que de bosser. Donc tu vois, là, pour le moment, j'ai pas fait d'études. Ce qui m'a le plus enseigné, c'est ce que j'ai vécu. C'est l'expérience directe. Après les États-Unis, je rêvais de voyage. Je voulais être hôtesse de l'air, mais je fais 1m55, donc c'est pas grave. Il y a une autre solution. À l'époque, c'était le début en fait du TGV. On a oublié parce qu'aujourd'hui c'est devenu quelque chose d'affreusement banal. Mais à l'époque, un train qui allait à 270, qui avait une flotte embarquée en fait, les stewards et les hôtesses, c'était la même formation. J'ai fait ça pendant 4 ans. Je pense que ça a été une des époques les plus heureuses de ma vie. Il n'y avait pas de charge mentale. Le fait de monter dans un train, moi, ça me met en mode rêveur. Même si j'avais du boulot à faire. Et puis dans les trains, tu rencontres des gens extraordinaires. Tu sais, je raconte jamais ça d'habitude parce que j'ai presque honte de ces années-là. Pourquoi ? On est dans un parcours qui est très étrange. J'ai laissé la vie s'engouffrer en moi littéralement et j'ai fait des rencontres, j'ai suivi des gens. Ça a toujours été comme ça en fait. En même temps, c'est un parcours éminemment expérientiel et dans lequel tu as appris un certain nombre de valeurs. Déjà l'assertivité, un esprit rebelle aussi, parce que quand le prof te dit étudier ou travailler, il faut choisir, t'hésites pas un instant. Il y a quand même une fidélité à tes choix. C'est pas de la rébellion. Il y a un sentiment d'injustice. Et d'ailleurs, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse laisser sur le carreau des gens qui sont pas nés avec une petite cuillère d'argent dans la bouche. Et dans les études de coaching ou de superviseur, il y a des personnes qui partent de plus loin. Et moi, je trouve que c'est important aussi de faire le chemin pour aller les chercher et les emmener au même niveau que les autres, voire plus loin. Alors justement, comment es-tu venu au coaching ? Ouh là là, mais tu sais, il y a eu encore beaucoup d'expériences. Alors, est-ce que tu peux nous les résumer, ces expériences intermédiaires ? Oui, je vais te raconter tout ça. Après, j'ai fait de la communication financière, mais c'est parce que j'ai repris 1 an d'études. C'était une année qui était très importante, où je voulais me former à l'export, justement. Tu vois, une espèce d'obsession. Finalement, j'en ai jamais fait, parce que quand j'ai fait le stage, c'était juste très déprimant. En revanche, j'ai rencontré un mec génial. C'était le prof de communication qui s'appelait Jean Fléchet. Je le remercie au passage parce qu'il nous a expliqué les fondamentaux finalement de la communication, donc la boucle systémique, des principes de l'analyse transactionnelle, toutes ces choses que j'ai redécouvert dans les études de coaching. Après, j'ai fait de la communication financière. Ensuite, j'ai bossé en presse, en édition, et puis j'ai participé à l'aventure d'alimenter le site internet d'un grand groupe commercial. C'était magnifique parce qu'on est parti de rien. C'était une immense aventure humaine. Donc je pense que pour moi, ça a été fondateur de faire partie de ce groupe de visionnaires. C'est les prémices de ma réflexion autour de l'intelligence collective, qui était déjà très avancée. Une des plus belles histoires d'intelligence collective que j'ai pu vivre dans ma vie, c'est à cet endroit. Et du coup, la transition vers le coaching s'est faite comment ? C'est jamais direct avec moi. Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'on faisait beaucoup de choses, mais c'était un peu la jungle. Il n'y avait pas de régulation au niveau du travail. Moi, j'ai voulu prendre des rôles. J'ai un peu tout essayé. Il y a eu de la souffrance autour de moi. Ça a été quelque chose qui m'a marquée. Du coup, moi, j'ai décidé de partir. Et j'ai décidé de monter une boîte de production de cinéma, parce que ça faisait partie aussi de mes rêves. J'ai produit des courts-métrages. Et je pense que c'est là où la décision de faire des études de coaching est arrivée, parce que je trouvais les gens très talentueux et je comprenais pas pourquoi avec tout ce talent ils n'y arrivaient pas. Puis quand j'ai commencé à travailler, à être producteur, ils étaient tellement insupportables, des personnalités difficiles en fait, et ça m'a fascinée. J'essayais de comprendre le lien entre une certaine folie et une certaine créativité. Voilà, c'est ça qui m'a amenée au coaching.
Quelle formation as-tu suivi pour devenir coach ? Là, j'avais une revanche à prendre. Pour moi, c'était important d'avoir un diplôme universitaire pour avoir cette reconnaissance, parce que dans la mesure où j'avais pas du tout un parcours classique, il fallait que je fasse reconnaître en fait mon parcours professionnel, qui a une validation des acquis de l'expérience que j'ai passé pour pouvoir faire ce diplôme à Paris 8. Donc on était 2004-2005. C'était le tout début. Et tu retiens quoi de cette formation à Paris 8 ? J'ai passé 1 an où je buvais du petit lait. C'est comme si mon cerveau avait été assoiffé pendant des dizaines d'années et là, enfin, il pouvait se remplir. C'était très pluridisciplinaire, donc j'ai eu une immense chance, c'est que j'ai rencontré les grands du coaching de l'époque. Donc bien sûr Michel Moral qui est devenu mon associé, mais il y avait aussi mes enseignants, Odile Bernard, Francis Colneau, et puis j'ai rencontré aussi Vincent Lénart, De Villard, Daniel Grosjean. Toutes les stars du coaching de l'époque. Voilà. Et du coup, comment ça s'est passé, tes premiers accompagnements ? Problème de légitimité, David. Pendant 2 ans, j'ai travaillé gratuitement. Je voulais être prête. Ça parle aussi du besoin d'expérience. La légitimité, pour moi, elle vient beaucoup de la pratique, de l'expérience terrain. Donc, je me suis fait de l'expérience terrain. Mais là encore, tu veux que je te raconte une anecdote ? Avec plaisir. Pour pouvoir financer ces 2 ans, j'ai compris que je savais rien. Une fois que j'ai eu mon diplôme, que j'étais néotaine. Un petit cheval, quand il naît, il est fini. Un petit humain, il n'est pas du tout fini. Un bébé coach, il n'est pas fini. Donc, il fallait se donner le temps, en fait, de continuer d'apprendre. Sauf que j'avais rien, moi. J'étais juste propriétaire d'un appartement. Donc, moi, j'ai pris une décision, en fait. J'ai vendu mon appart pour financer la suite de mes études, c'est-à-dire le stage pratique qui me semblait nécessaire. Je me suis aussi formée à la sophrologie. C'était aussi une prise de risque, du coup. Ça n'a été que des prises de risque. Alors le paradoxe, c'est que moi je me sentais pas prête, mais mes professeurs me sentaient prête. On m'a contactée assez vite pour me confier des choses, sans que je demande rien. Même à la limite, je comprenais pas trop pourquoi on me confiait des choses alors que moi je me sentais pas si prête que ça. Et comment es-tu venue à la supervision, du coup ? Justement, mes profs de Paris 8 sont venus me trouver, mais j'étais pas coach depuis si longtemps que ça, pour que je prenne en charge la supervision des étudiants. J'ai essayé de voir comment faisaient les autres superviseurs, donc je suis allée dans des groupes de supervision, j'ai testé plusieurs choses, et puis j'ai accepté la mission. Entre-temps, j'avais compris les endroits sur lesquels moi j'estimais devoir explorer pour pouvoir aller dans la direction d'une supervision qui m'aurait convenu à moi. Quand tu vis les choses en tant que participant, tu comprends là où il peut y avoir des besoins. Donc tu as aussi identifié, j'imagine, ce qui te convenait moins. Tout à fait. Et en triant le bon grain de livret, tu as identifié ce vers quoi tu voulais aller, mais aussi peut-être ce que tu aimerais enseigner plus tard. Je dirais pas livret, je dirais plus, j'ai identifié des besoins, donc j'ai tâché d'y répondre dans les modèles et puis dans la forme d'enseignement aussi qu'on donne à l'école. Moi, en tant que personne, par exemple, quand je suis dans un groupe, c'est très important qu'il y ait de l'équité, qu'il y ait le même temps pour tout le monde. Donc, ça fait partie des fondamentaux pour moi. Mais ça peut marcher autrement. C'est pas en opposition, en fait, que je fais les choses. C'est vraiment pour répondre à ma vision, à des choses que j'estime nécessaires. On en reparlera avec le livre. Il y a aussi un choix, en fait, qui est à faire sur le type de supervision à mener. Et ton choix, c'était de répondre aux besoins qui te semblaient prioritaires, c'est ça ? Oui, pour les membres du groupe, tu sais que je fais partie d'une fratrie où on est très très nombreux. C'est vraiment l'idée que tout le monde soit servi de la même manière. Oui, c'est un reflet systémique de ton vécu familial. Peut-être. Est-ce que tu as suivi une formation particulière ou est-ce que tu as appris sur le tas ? Ça, j'ai pas compris. Non, à l'époque, il n'y avait pas de formation puisque la première formation, on l'a créée avec Michel Moral. Donc tu as appris sur le tas. J'ai appris sur le tas, par essai-erreur, en allant enquêter en fait, en allant regarder comment ça se passait ailleurs. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cette période d'apprentissage progressif de cette activité de superviseur à laquelle tu t'es formé, si je comprends bien, en participant à différents groupes et en animant toi-même des groupes ? Les postures de superviseur qui permettent ou pas l'intimité, l'alliance. L'alliance, c'est une thématique forte dans la supervision. Après, il y a la position de parité qui est essentielle. Une personne qui entre en supervision, c'est un professionnel. Donc pour moi, c'est un collègue. Je ne peux pas imaginer qu'il sorte avec un sentiment de perte de compétences. Ça implique d'avoir ce regard, cette conscience de soi dans la posture, une forme de réflexivité. Après, quand tu travailles en tant que superviseur de groupe, comment faire une intelligence collective ? Donc si je comprends bien, en sous-jacent, en expérimentant, tu as défini ce qui te semblait être les ingrédients, les compétences essentielles d'un superviseur. Il y a eu de l'expérience, mais il y a aussi de la recherche. Parce que la créativité, c'est important de la poser sur un socle déjà existant. Donc c'est aussi mettre des théories en relation.
Aller vérifier aussi des présupposés, donc faire de la recherche. Maintenant, ça fait depuis 9-10 ans que je fais de la recherche. Quand tu dis « on », c'est-à-dire, c'est avec Michel Moral? Ouais. Tu sais, c'est une conversation qui a commencé il y a 15 ou 16 ans, qui s'est jamais arrêtée. C'est hyper fécond pour les deux. Donc moi, je suis curieuse, je me pose plein de questions. Michel aussi, mais pas de la même manière. On se complète. Qu'est-ce que ça a changé, le fait d'apprendre cette pratique de la supervision versus l'apprentissage de la pratique du coaching pour toi? Moi, je préfère la posture de superviseur. Je continue encore de faire du coaching, mais vraiment cette position de parité, de conversation, d'échange, toute la relation que le superviseur a à l'éthique, à la déontologie, c'est fondamental. J'aime bien aussi parce que c'est pas la même temporalité. La temporalité du coaching, elle est courte à mes yeux. La supervision, tu t'engages dans une relation pour un certain temps, tu vois les gens grandir. Une des choses que je préfère, c'est voir les gens grandir. Donc en supervision, tu as vraiment l'occasion de voir les professionnels grandir, se déployer. Tu nous partageais à l'instant que tu apprécies cet accompagnement qui permet l'éclosion et le fait d'assister aussi à cet épanouissement du professionnel. Qu'est-ce qui fait que la supervision te séduit plus que ne le fait le coaching ? Dans les fonctions de la supervision, avant il y avait 3 grandes fonctions, ensuite il y en a eu 4 et maintenant moi j'en mets 5. Sur un axe horizontal, tu as le soutien, le support, puis tu as la résolution, donc tout ce qui est analyse de pratique. Et puis tu as une verticale, t'imagines c'est une grande croix avec la partie supérieure qui est plus haute. Tu as tout le développement. Après moi, ce que j'appelle les fonctions d'élévation, donc que j'ai rajouté en 2017. Et puis maintenant, les fonctions de métanoïa, c'est-à-dire l'accompagnement des changements de plan de conscience qu'on a beaucoup en supervision énergétique. On le met à cet endroit, ces questionnements où les gens arrivent un peu perdus parce qu'ils ne comprennent plus où ils sont et c'est au-delà du sens. Donc moi, j'aime beaucoup travailler sur la verticale. Donc toutes les thématiques de développement, tout ce qui touche le sens, la vocation, la mission, le plan axiologique des valeurs, puis les plans de conscience. En guise d'intermède à notre entretien, tu as choisi de lire un extrait de la pièce de théâtre que tu as créée en 2010 qui s'intitule « Iceberg en temps de crise ». Et pour cette lecture, tu as invité Timothée Faure, qui est coach et avec qui nous parlerons de la pièce juste après. Acte 1, scène 1. Snorri, le superviseur, Edda. Quelle est la situation ? Dramatique et pathétique. Banale en ces temps de crise. Mais encore ? On m'a envoyé en mission sur un site industriel, l'iceberg. De toute évidence, l'iceberg risque de fermer. Il est à peu près certain que le réchauffement climatique n'épargnera pas cette industrie. Plus d'1 siècle et demi à produire des pains de glace. Ceci alimente tout un pas de l'industrie de Mannheim. On ? Pourquoi ce on ? Justement, c'est bien ça mon problème. Venons-en au fait. On, c'est la direction d'Iceheim qui avait décidé la fermeture de l'iceberg. Où est le problème ? Iceheim décide de fermer. Les dirigeants anticipent de la casse humaine. Ils redoutent même des suicides, imaginent des répercussions dramatiques sur le plan social. Cette situation par eux créée, et en même temps eux aussi qui me missionnent pour aider les gens de l'iceberg à faire face au raz-de-marée. Où est le problème ? Où est le problème ? Où est le problème ? Dans ma question. Donc si j'ai bien compris, comment jouer le jeu de l'inacceptable ? Oui, c'est ça, l'inacceptable. Être payé et missionné par celui qui... Que pensez-vous de la médecine de guerre ? Soigner, réparer ce qui peut l'être, amoindrir les souffrances, panser les plaies, réparer, remettre debout, rendre à la vie. Nous sommes au seuil d'une drôle de guerre, petite. Les blessures ne viendront pas des armes à feu. Les dangers ne seront pas contenus ou déjoués par des stratégies martiales. Qui sait quelle forme elle revêtira ? Vous l'avez dit, vous êtes missionné. Pourquoi y allez-vous ? Pourquoi acceptez-vous ? Je me dis que si les gens souffrent moralement, psychologiquement, je sais accompagner ça. Cette souffrance, je l'entends, je l'absorbe, je la contiens, et je la transforme jusqu'à la sublimation. Quel était votre problème ? Je vous remercie, je n'ai plus de problème. Alors, cette pièce aborde tout à la fois la fermeture annoncée d'une usine, les risques psychosociaux, le contexte climatique et économique, l'accompagnement de ces situations, le tout dans une ambiance qui rappelle la mythologie nordique et hindoue. Pourquoi avoir choisi la forme théâtrale ? Pour moi, c'est un mécanisme de défense, la sublimation.
Il y a une réalité de la réalité dans le théâtre qui m'était nécessaire. À l'époque, j'avais déjà accompagné quelques usines. Symboliquement, c'est grand parce que tu vas accompagner tout un collectif. Tu vois, tu as des usines où tu peux avoir jusqu'à 2000 personnes. C'est vraiment des moments qui ont été très, très éprouvants et en même temps très exaltants psychologiquement quand on arrive à travailler au niveau de la symbolique. Pour bien comprendre, tu as accompagné des équipes qui travaillent dans des usines qui allaient fermer, c'est ça ? Oui, j'ai accompagné plusieurs usines. Donc il y a la notion de deuil, de renaissance, de travailler sur la suite, etc. Exactement, il y a des notions de travail symbolique. Par exemple, il y a une usine que j'ai accompagnée pendant presque 2 ans dans la vallée d'Aspe. On a fait un film ouvrier d'ailleurs, c'était le travail de fermeture symbolique. Ça a été vraiment une aventure collective assez poignante parce que on faisait les dernières images d'une usine qui existait là depuis des dizaines et des dizaines d'années dans la vallée. Le rythme du marteau rythme la vie des gens. Et c'est toute cette imprégnation, tout cet amour pour l'industrie, pour le monde d'ouvriers, pour son intelligence en fait. Donc c'est tout ça que tu as mis dans cette pièce de théâtre ? En fait, c'était pour pas devenir folle moi-même, tu vois. Eda, elle dit ça dans ce passage, elle est écartelée. Elle a un conflit éthique, elle comprend pas pourquoi elle est là, alors qu'elle aime tant ça, et en même temps elle va accompagner la mort de ça. C'est un passeur, Eda. C'est un peu ça que ça raconte, oui. Est-ce que tu veux nous partager la rencontre avec Timothée qui a été importante puisque Timothée a été metteur en scène de la pièce ? Tout à fait. Alors à l'époque, moi j'avais écrit cette pièce. Je crois que j'aurais pas osé interpeller Tim comme je l'ai fait si j'avais pas eu l'assurance déjà que c'était un bon texte. Mes questions de légitimité étaient aussi là à cet endroit. Il avait été nominé à un grand prix de jury théâtre, donc j'étais tranquille avec ça. On m'a présenté Tim, donc moi je savais qu'il faisait du théâtre. Je lui ai proposé de lire ma pièce. C'était un jeune homme à l'époque, il était plein de lumière, plein d'enthousiasme. J'ai eu envie de faire ce bout d'aventure humaine, parce que c'est vraiment une aventure humaine qu'on a vécue. Tout ce travail de monter la pièce, il avait un souffle, une énergie, une créativité, une foi en fait dans le texte. Ça fait plus de 10 ans maintenant, on est toujours très en lien. Il y a une connexion spirituelle avec Tim, il a tout de suite été à l'endroit de ce qui était essentiel dans ce texte. Alors, Timothée, bonjour. Bonjour. Tu es coach et tu as participé à cette aventure théâtrale. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'a donné envie de participer à ce projet avec Florence ? Déjà, je dois dire que de réentendre Florence parler de ce projet, qui a été le premier spectacle que j'ai monté en tant que metteur en scène, ça me touche, ça me replonge 10 ans en arrière dans cette rencontre qui a transformé aussi ma vie sur plein de plans. Ce qui était assez drôle, c'est que je revenais moi-même de Norvège, où j'avais vécu 6 mois en Erasmus à Bergen, dans la 2e plus grosse ville de Norvège. Et donc, comme cette pièce avait comme arrière-plan la mythologie scandinave, j'étais tout imprégné de cet univers dans lequel je venais de vivre. Et puis j'avais aussi donné des cours de théâtre à l'université de Bergen, donc j'avais vu les acteurs norvégiens jouer. Tous ces noms de personnages qui avaient des noms de dieux scandinaves, quand j'ai lu cette pièce, ça tombait sous le sens que c'était pour moi et qu'il fallait que je la mette en scène. J'avais aussi travaillé en entreprise pendant 2 ans et donc je commençais à connaître le système d'une entreprise, sa hiérarchie, sa méthodologie. Et puis il y a eu cette phrase que m'a dit Florence sur la pièce. Elle m'a dit elle est construite comme un drame grec, mais ça se finit pas avec la mort, ça se finit avec la pulsion de vie. Et quand elle m'a dit ce mot pulsion de vie, je me suis dit finalement moi je fais du théâtre parce que j'ai envie de comprendre la vie, j'ai envie de me battre pour la vie, j'ai envie d'offrir ma perception de la vie avec cet art. Le message que délivrait l'iceberg était un message plein d'espoir, plein de vie. Pour une première pièce montée, c'était un projet fou, aussi dans un contexte où j'avais 25 ans, où j'avais choisi de réunir les copains de l'école de théâtre pour pouvoir monter cette pièce. C'était pour la plupart leur première fois sur scène. Et ça, c'était hyper émouvant de voir un jeune comédien qui montait sur scène pour la première fois. Et puis c'était aussi une aventure familiale puisque il y avait le fils de Florence qui était comédien sur cette pièce, puis sa fille qui a réalisé la musique. Et puis il y a cette dimension de pont entre l'univers théâtral et l'univers de l'entreprise au travers des vécus de la pratique de Florence et de la tienne puisque tu es coach aussi. À l'époque, j'étais pas encore coach, mais avec cette expérience, j'ai appris à coacher des acteurs. Et puis ensuite, ça a été la base d'un prolongement quand moi-même je suis devenu coach. Finalement, ce travail de coaching d'acteurs a été très bénéfique et m'a imprégné et m'imprègne encore dans mon travail et mes accompagnements aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de ta pratique du coaching aujourd'hui ? Elle s'est imprégnée de mon univers artistique, bien sûr. Ensuite, j'ai été voir ce qui se passait autour du psychodrame et des jeux de rôle. Moi-même, en ayant été sur scène et puis en ayant aidé des gens à accoucher sur scène ou à éclore. Finalement, les 2 scènes, la vraie scène, la scène du théâtre et puis la scène du coaching, sont des scènes avec plein de parallèles.
Donc je me nourris énormément de tout ce que j'ai appris en tant que comédien et en tant que coach d'acteur pour pouvoir faire des accompagnements en coaching sur des problématiques soit d'entreprise ou plus personnelles. Les ponts sont assez évidents et donc j'utilise également le jeu de rôle dans ma pratique en coaching, ce qui permet un truc génial, c'est de faire sortir les gens du mental et de les faire travailler leur incarnation dans le cœur, dans le corps, pour que en sortant d'une séance, ils puissent ressentir les bienfaits de ce qu'on a travaillé et dans le vivant, dans l'organique. C'est la dimension théâtrale là qui vient nous amener tous ces bienfaits. Et il y a aussi en fait tout le travail que tu fais dans l'univers carcéral. C'est à mi-chemin entre le coaching et le théâtre, mais c'est aussi intéressant à souligner, je pense. Oui, en effet, ça fait un peu plus de 3 ans que je monte des spectacles en prison avec Marie-France Lahore, qui est aussi une metteur en scène et prof de chant. Oui, ces projets-là, ils sont aussi à la croisée des chemins entre plutôt du coaching d'équipe et du théâtre. Et là, je viens beaucoup m'appuyer sur ce que j'ai appris avec Florence dans le coaching d'équipe pour permettre de mettre un cadre. Et le cadre en prison est d'autant plus important et questionnant et permettre à ces détenus de pouvoir s'exprimer et exister autrement qu'à travers l'étiquette détenu, mais aussi à travers finalement une pratique artistique qui est pour eux quelque chose qui rejoindrait le cathartique. Alors Florence, la transmission et le fait de côtoyer des énergies différentes, ça semble important quand même dans ton parcours. La transmission, c'est fondamental. Ça fait partie des missions des générations de s'accompagner les unes après les autres. Après, il y a plein de manières de transmettre. Il y a de la transmission directe. Je trouve qu'il y a une forme de grâce, en fait, dans la relation avec quelqu'un comme Tim. Parce que là, on est sur des années. C'est une transmission où tu vois bien la circulation entre l'art, entre le coaching. En fait, c'est comme s'il y avait une permutation. C'est juste fascinant. Et puis après, il y a la transmission via l'écriture. Écrire aussi une pièce, c'est aussi témoigner d'une époque. Tu vois, moi, je suis assez heureuse finalement d'avoir écrit l'Iceberg en 2009. Et en fait, tout ce qui est raconté là-dedans, tout ce qui était dit, j'avais besoin de le poser. Il s'est passé des trucs graves, mais tout le monde n'a pas été complice de ça. Il y a des gens qui se sont battus pour pas que ça arrive. Ils n'ont pas été assez nombreux. C'est compliqué aujourd'hui. On perd sur beaucoup de fronts, tu vois, notamment sur le front climatique. On n'est pas tous responsables et c'est important parce que les générations futures ont besoin aussi de s'appuyer sur celles qui sont avant. Donc comment faire si tu penses que tout le monde a détruit en fait ? Non, il y a des gens qui n'ont pas détruit, il y a des gens qui se sont battus. Je parlais de transmission aussi, mais par rapport à Timothée, parce qu'en l'occurrence, il y a aussi le fait que tu as senti chez lui cette capacité à faire la mise en scène et que tu lui as mis le pied à l'étrier, tu lui as fait confiance. Oui. Timothée, tu me corriges si c'est pas le cas, c'était ta première pièce que tu as mis en scène à ce moment-là. Oui, je crois qu'il y a une confiance puisque Florence, elle a été aussi la mécène à un moment quand on a eu besoin de faire en sorte que le projet ait plus d'ampleur. Puisqu'on a joué 2 soirs au Brady Théâtre, donc ça demandait certaines organisations et aussi des fonds. La générosité de Florence a permis qu'on puisse rencontrer notre public, le vrai public, et ça c'était une expérience merveilleuse. Donc on a joué 2 représentations dans une salle de 100 personnes, avec après une rencontre avec le public. C'était merveilleux de voir dans les échanges combien ça les avait touchés, ça les avait fait réfléchir. Ils étaient différents en entrant et en ressortant et ça c'était une belle promesse, un truc super qu'on avait réussi à faire ensemble. Il faut quand même se rappeler qu'on était une jeune troupe de 10 comédiens avec une équipe de 15 personnes mais tous très jeunes, donc d'avoir été au bout de ça, c'était assez merveilleux. Et donc 10 ans après, je crois que vous avez l'envie de redonner un nouveau souffle à cette pièce. En fait, elle a eu d'autres formats quand même, j'ai envie de te dire aussi, David, par rapport à la transmission. Le texte a aussi servi de transmission par rapport à des notions de risques psychosociaux, au Maroc par exemple. Je l'ai utilisé en formation. Dans le cadre d'accompagnement du coup ? Oui, dans le cadre d'accompagnement où là, c'était Monsieur Tout-le-Monde, le médecin du travail, la DRH, les gens qui ont des rôles dans les entreprises qui lisaient le texte. Et en fait, de lire le texte, d'endosser toute cette dramaturgie, ils ont compris énormément de choses. Et après, il y avait des débats, donc je sais pas si je le referai un jour. Et avec Tim, on a le désir de refaire cette pièce. C'est étonnant, elle reste très très contemporaine. C'était un pari pour moi de renverser une catharsis, de l'emmener sur la résilience plutôt que sur le drame. Et ça existe en fait, cette possibilité, c'est la mort fati en fait, c'est la puissance de vie. Et je continue d'y croire. Donc je crois que c'est pour ça que si on l'a remontée aujourd'hui, c'est parce qu'il y a besoin aussi de recontacter ces énergies en nous, qui sont des énergies de renaissance tout simplement. Et du coup, pour l'instant, c'est encore une recréation ou une évolution qui est en gestation, qui est en réflexion de votre côté, y compris de ton côté, Timothée ? Je pense qu'on n'a jamais cessé de rêver
À partir du moment où l'iceberg est entré dans notre vie, il le sera pour toujours. Maintenant, il y a d'autres contingences d'ordre artistique vis-à-vis d'une période. Mais en effet, elle est toujours autant d'actualité. La notion de résilience, on en a bien besoin dans cette époque. C'est un super matériau artistique pour transmettre aux nouvelles générations. Et c'est aussi une pièce qui donne à penser le monde du travail sous un autre angle, sur la question aussi des délocalisations, et ça c'est hyper important de pouvoir raconter aux jeunes générations que tout le monde ne s'est pas laissé faire sur ces questions-là, comme le disait Florence. Donc la notion de violence aussi, parce que dans la pièce, il y a des acteurs qui se battent avec violence, d'autres sans violence. C'est aussi important de comprendre que le combat, il peut être mené différemment qu'avec la violence. Donc il y a une vraie réflexion autour de comment résister, comment faire face, comment combattre avec des armes différentes que cette violence qu'on voit quand même émerger dans cette société actuellement et qui peut être hyper flippante parfois. Merci beaucoup, Timothée. Merci. Reprenons le cours de l'entretien, Florence, et parlons du livre que tu as coécrit avec Michel Moral, Les outils de la supervision dans les métiers de l'accompagnement. C'est la 2e édition chez Inter Éditions. Dans la première partie, il y a plutôt un focus sur les compétences du superviseur, et puis ensuite sur les techniques de supervision. Et moi, j'aimerais quand même te parler du dialogue conclusif avec Michel, que j'ai trouvé vraiment passionnant. C'est un dialogue qui est assez vif. Il y a une panoplie de possibilités qui s'offrent au superviseur au moment où il a un groupe à superviser, ou même en individuel, j'imagine, et qu'il y a des choix à faire, et que ces choix peuvent déterminer telle ou telle action et tel ou tel résultat, mais aussi dire beaucoup de choses par rapport au parcours du superviseur et de son intention. Tout à fait. C'est la conscience de soi, en fait. C'est la réflexivité. C'est ce que j'appelle aussi penser sa pensée. C'est avoir conscience des processus de pensée que tu utilises au moment où tu penses. Donc c'est le méta de sa propre pensée. C'est un peu hallucinatoire. En tout cas, moi, c'est la méthode que j'utilise pour pouvoir donner des pistes, en fait, des hypothèses. Tu dois aller très vite quand tu reçois une situation avec une demande, tu vois. Tu dois aller très vite parce que sinon tu peux faire perdre du temps. Et puis en supervision collective notamment, on n'a pas non plus luxe de temps. En tout cas, moi, je suis sur des formats de demi-journée. Dynamique donc. Assez dynamique. Donc, faut répondre à une demande rapidement. C'est-à-dire que tu as un choix à un moment, tu dois te positionner par rapport à des hypothèses que tu vas faire. Est-ce que je partage ou pas ces hypothèses ? Voilà, ou est-ce que je choisis d'en choisir une ? Et comment je suis arrivée là ? Et du coup, comment on va le travailler groupalement ? Je suis très peu directive dans mon style. Par contre, j'aime bien donner une forme qui va donner de la structure pour qu'il y ait un maximum d'efficacité collective. Ce qui est intéressant aussi dans ce dialogue, à la fin du livre entre toi et Michel Moral, on sent qu'il y a une stimulation intellectuelle de l'un et de l'autre qui donne une vraie dynamique à la pensée qui est à l'origine de l'école que vous avez fondée ensemble. Et aussi le fait que vous vous nourrissez intellectuellement de plein de choses. Parce que dans ce dialogue, Michel évoque un certain nombre d'éléments qui le nourrissent. Toi, pareil, on sent qu'il y a quasiment une dimension holistique dans votre pratique de la supervision. Alors à nous deux, oui. Michel, c'est un aventurier parce qu'il part explorer la vision des autres superviseurs à travers le monde. Enfin, il a une vision internationale. C'est un conquérant, en fait. Moi, je suis vraiment en admiration pour lui à cet endroit. Moi, ce qui m'intéresse plus, cette information qu'il va chercher, finalement, elle va me permettre aussi, moi, de réfléchir à ce que je fais. Moi, je suis très créative. Moi, je dis toujours aux gens que je forme, surtout trouvez-vous un buddy. Il y avait Tatiana Bachirova en 2018 qui avait fait une recherche que j'avais trouvée passionnante qui s'appelait Moderne et postmoderne, où elle avait étudié en fait des couples, elle appelle ça des couples, et véritablement on est un couple professionnel, mais j'ai d'autres couples, j'ai pas que Michel, mais j'ai d'autres couples professionnels. Mais cette notion de couple professionnel avec justement la différence d'une demi-génération, à quel point c'était fécond, stimulant pour les pensées. On continue à s'apporter. À s'enrichir mutuellement. Ouais, il y a de la circulation d'idées. T'as pas le fantasme d'auto-engendrement. Et la génération au-dessus, elle s'encroute pas. Michel, il a une pensée qui est extrêmement vivace, je trouve, par rapport à beaucoup de sa génération. Alors, j'étais étonné du titre parce que finalement, le titre ne dit pas forcément le contenu. Ça donne l'impression qu'il y a un prisme quasi déformant par rapport à la réalité du livre. Il n'y a pas un focus énorme sur l'outillage. Non. Alors, pourquoi ce titre ? On avait fait les outils du coach, les outils de l'intelligence collective. C'est une stratégie de notre éditeur. Pour moi, de toute façon, il n'y a pas d'outils en supervision. Il y a des matrices énergétiques, des matrices de pensée. Après, il y a un superviseur, une personne avec une conscience de soi qui doit être très aboutie, très travaillée en tout cas. Une fois que tu comprends ce que tu fais, tu n'as même pas besoin de connaître des modèles. Tu fais des ponts, voilà. Oui, tu les crées toi-même presque. Mais bien sûr.
D'ailleurs, justement, parlons-en. Tu as une création prolifique en matière de supervision. Tu as, je crois, créé 80 outils sur les 150 qui sont présentés. Oui. D'où vient cette créativité mirifique ? Déjà, c'est le lien avec l'art, quelque chose de très créatif. Mais à partir du moment où tu comprends le cheminement de ta pensée, les processus par lesquels tu passes pour pouvoir arriver à faire des déductions, des hypothèses, tu dois être à l'écoute de ton ressenti. Il y a une troisième écoute. C'est un conflit, c'est quoi ce qui se passe en moi? Il y a du dilemme, il y a des parties qui discutent. Enfin, tu vas avoir cette conscience. Et après, c'est ça qui va donner des matrices. Les outils du coaching, c'est rien que des matrices de pensée pour moi. La chose la plus importante en supervision, c'est la matrice de séance qui est adossée sur les fonctions de la supervision. Donc, s'il n'y a pas de demande, déjà, c'est intéressant de comprendre pourquoi la personne est là, te raconte quelque chose et il n'y a pas de demande au final. La matrice de fonction, c'est comprendre où se situe la demande, le besoin du supervisé. Et à partir de là, déjà, tu as fait une bonne part. Et quand les personnes sont capables de dire, en fait, ma demande, elle est dans la fonction élévation, en exposant ma situation, je m'aperçois que ça va toucher à des questionnements sur le sens, pourquoi je fais ça. C'est existentiel, tu vois. Ouais, super, hein. Pas besoin d'outils, en fait. Est-ce que tu auras un exemple de matrice que tu utilises dans le cadre d'une supervision individuelle ou collective qui permet aux auditeurs de comprendre de quoi il s'agit ? Alors, je vais te parler d'une matrice que j'avais présentée. C'est une matrice de stretching éthique que j'avais imaginée. On était en 2015, donc c'était après les attentats de Charlie Hebdo. Moi, je comprenais pas trop, en fait, la position de certains journaux, de republier la une, d'autres pas. Du coup, j'essayais de comprendre le Time, pourquoi ils voulaient pas. Et j'ai créé cette matrice de stretching pour pouvoir les positionner. Tu vois, sur un axe, tu as l'éthique de conviction. Sur un autre, tu as l'éthique de responsabilité. Tu mets une diagonale. Et c'est vraiment comprendre de quel axe tu vas être le plus proche, qui va te permettre de comprendre comment tu peux te positionner si tu souffres de la position que tu occupes. Donc en supervision, par exemple, quand il y a des dilemmes éthiques, on va travailler en cherchant la bonne position par rapport à cette diagonale. Mais tu peux avoir d'autres axes qui sont mis en tension, par exemple le principe d'autonomie et le principe de non-malfaisance. C'est un stretching éthique que je fais beaucoup en tant que médecin traditionnel chinois avec les énergéticiens. On utilise plus ce modèle-là que la matrice conviction-responsabilité. En fait, ce qui est intéressant, c'est le chemin de tâtonnement que tu vas faire sur cette matrice, qui va être un vrai cheminement interne qui va te permettre d'accepter, d'accueillir aussi les endroits où il y a du tiraillement, de pouvoir lâcher certaines choses. Et puis, à la fin de la séance, tu es OK avec l'endroit où tu veux te positionner. La séance t'a apaisé, ça a mis du sens et de la clarté sur où tu te trouvais. Voilà, tout à fait. Par rapport à Undici, l'école de coaching et de supervision que tu as créée avec Michel Moral, quel est le positionnement pédagogique ? Nous essayons d'être le plus en réponse à ce qui va être le besoin de demain. Donc ça demande une position d'anticipation, de veille permanente sur tout ce qui se passe et puis aussi de faire confiance à nos propres intuitions, nos créativités. Donc avant-gardiste. Oui, on va dire ça. On est chercheur, tu sais. Donc quand tu cherches, tu regardes plus loin, toujours plus loin. Tu vois, il y a une espèce de curiosité comme ça permanente. C'est ça qu'on partage avec Michel. Comment tu arrives à expliquer ce qu'est la supervision à tes élèves quand ils commencent le cycle ? Moi, j'ai une phrase. Ils comprennent tout de suite. Je dis, un savon ne se lave pas lui-même. Et puis, comme moi-même, je suis supervisée, j'hésite pas à leur dire, c'est indispensable. Il y a d'autres métaphores que tu utilises parce que c'est très imagé, en effet. J'ai plein de métaphores. Je commence toujours les formations en disant, je suis bienveillante, mais pas aveugle. Je vois des choses arriver, mais je vais pas tout de suite les signifier. Il y a cette patience, voilà. Et puis après, il y a cette espèce de phrase qu'on dit, autant Michel que moi, on a toujours un œil sur le chat et un œil sur la merguez. Donc là, c'est aussi pour expliquer les choses qui peuvent se jouer dans les équipes, tu vois. Bon, on a plein de métaphores comme ça, de toute façon. Mais c'est difficile de les sortir comme ça in petto. Le cerveau est fantastique parce que tu sais jamais ce que tu vas dire, en vrai. Et ça arrive quand ça doit arriver. Alors, quelles sont les qualités qui font un bon superviseur, selon toi ? Alors pour moi, le plus indispensable, c'est la conscience de soi. Et surtout la conscience de ses ombres, la conscience des schémas. Ça fait partie des modèles de référence de l'école. Donc pour pas les transposer sur ses clients, par exemple. Oui, tout à fait. Et puis surtout pour pouvoir aussi accompagner les supervisés dans l'identification aussi de choses qui peuvent se jouer.
Après, moi, j'aime bien la conscience de soi, qu'elle aille jusqu'au niveau de la réflexivité énergétique, c'est-à-dire la conscience des phénomènes, des ressentis, de tout ce qui se joue en nous pour pouvoir détecter les reflets, les résonances. Bien sûr, tout ce qui vient du passé aussi, transfert, contre-transfert. Mais il n'y a pas que ça, hein. En fait, il y a aussi toute la verticalité, on va dire, sans rigidité, des questions éthiques et déontologiques, parce qu'il y a une exigence métier, tu vois, on peut pas faire les choses n'importe comment, sinon c'est dangereux aussi pour le client. Donc le superviseur doit avoir cette qualité. Par contre, je supporte pas tellement quand il y a trop de normativité, côté maître d'école un peu punitif. Pour moi, c'est pas une qualité. Je vais mettre les étudiants en garde de pas être dans ces postures, justement. En fait, à la lecture du livre et en même temps en t'écoutant, je me dis que la formation, elle n'est qu'une étape. C'est un chemin de perfectionnement continu et le superviseur, comme le coach d'ailleurs, a tout intérêt à continuer à se former et à se faire lui-même hyperviser, superviser, je sais pas comment on dit, pour être conscient de tout ce qui se joue. Oui, je t'ai dit tout à l'heure, en fait, le coach et le superviseur, le bébé superviseur, ils sont néo-tels. Donc, tu as besoin de continuer d'apprendre. Moi, je suis supervisée encore. Après, moi, je sais pas comment je serai quand j'aurai 40 ans de supervision derrière moi. Mais aujourd'hui, j'aime bien être supervisée. Plus j'avance et plus c'est nécessaire. Et tu m'as partagé avant l'entretien que tu es supervisé par un lacanien. Oui. Qu'est-ce qui t'apporte que ne t'apporterait pas un autre superviseur ? Il m'oblige à aller à l'endroit où je me sauve tout le temps. C'est-à-dire ? Aller jusqu'à formuler des choses de l'intérieur devant un autre. Donc ça, c'est très très compliqué pour moi. Je suis un peu sauvage. C'est le côté poète. Donc là, je le fais sans passer par la poésie. Donc... Oui, tu dois passer par une sémantique signifiante. Tu dois dire et verbaliser ce qui est là. Exactement, dans un entendement plus classique. Explicite. Voilà. Alors en parallèle de ta vie de coach et de superviseur, tu nous as partagé tout à l'heure que tu as été formé à la médecine chinoise. En quoi cette expertise nourrit ta pratique du coaching et de la supervision ? Moi, j'aime soigner. Et j'avais envie de soigner les corps. J'avais pas envie juste de soigner par la parole. Même si j'adore, hein. Voilà, je voulais aller jusqu'au bout et je pense que ça fait partie de mon chemin d'évolution aussi, d'intégrer la dimension corporelle. Après, ça m'a énormément apporté. Ça m'a apporté dès la première demi-seconde où je suis arrivée dans ma première école, où on m'a demandé ce que je faisais là. Et je dis, en fait, ce que j'aimerais, c'est pouvoir comprendre les liens entre le micro et le macro. Donc le directeur, heureusement, il était cool. Il m'a dit, mais explique-nous ce que tu veux dire par là. Je dis, en fait, moi, je vois des liens entre les corps, les personnes, quand j'accompagne les gens dans les usines, et la structure de leur usine au niveau macro. Et je voudrais comprendre c'est quoi cette logique qu'il y a là derrière. Il m'a dit, tu es au bon endroit, en fait, parce que figure-toi que cette médecine, elle a été inventée dans l'autre sens. C'est en partant du macro qu'ils ont compris le micro. Et du coup, ça m'a donné quand même beaucoup de permission d'établir toute cette circularité entre le micro et le macro, et notamment de pouvoir tenter cet essai sur l'intelligence énergétique des organisations. Parce que je crois que l'enjeu aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, c'est développer cette intelligence au niveau, je dirais, sociétal, tout simplement. Et d'ailleurs, dans l'entretien préparatoire, tu m'avais partagé que tu avais trouvé des parallèles entre les fonctions métaboliques du corps et les fonctions classiques de l'entreprise. Exactement. Et un système de diagnostic aussi que tu as mis en place pour identifier ce qui probablement se jouait dans l'entreprise à partir des symptômes apparents. En médecine traditionnelle chinoise, tu vas aller regarder les choses avec des axes. Donc, il y a les axes yin-yang, et après, il y a les relations Biao-Li, interne-externe. Moi, je regarde toujours comment ça se passe, par exemple, au niveau de la circulation entre le coaching interne et le coaching externe. Ensuite, tu vas avoir des systèmes plus ou moins ouverts, plus ou moins fermés. Comment est-ce que l'information qui vient du dehors, elle est accueillie? Comment est-ce que l'information qui part du dedans, elle est exprimée? Enfin, voilà. Et puis, il y a d'autres manières d'établir des diagnostics. En médecine chinoise, tu as les bagang. Donc, c'est des systèmes de diagnostic. Et du coup, moi, j'ai créé un bagang pour évaluer les habiletés d'intelligence collective dans les équipes. Ça s'appelle 11 Dots. Donc, c'est parce qu'il y a 12 boîtes. Dans les bagangs, en fait, tu parles de boîtes. Et je vais regarder des dimensions que j'ai appelées des habiletés qui sont structurées sur 3 niveaux et sur 4 dimensions à chaque fois. Quelle est ta vision de l'évolution du coaching et de la supervision, même si les deux sont quand même liés, hein ? Je crois vraiment qu'il y a une nécessité, qu'il y ait une évolution qui se fasse au niveau sociétal. Je dis pas que les coachs ont un rôle sociétal ou une mission, mais en tout cas, ils participent à cette transformation en profondeur. Et je crois que c'est important que tout le monde ait droit aux mêmes choses. La question de est-ce qu'il peut y avoir un coaching pour dirigeant et pas de coaching pour un ouvrier qui est en reconversion professionnelle parce que son usine a fermé, tout le monde y a droit.
C'est pas forcément les mêmes choses qui s'y jouent, mais je crois qu'il faut pas créer trop de cases. Je crois que c'est une erreur, ça. Alors je te propose maintenant l'interview rétrospective de ta carrière. Quel est l'accompagnement ou la supervision dont tu es la plus fière ? Moi, je dirais à chaque fois, tu sais, ce qui me rend fière, c'est quand les gens adviennent. C'est comme un bonheur. Quand il y a des personnalités très atrophiées qui se réalisent. Moi, de mes satisfactions profondes, c'est de voir les autres se libérer de leur prison interne. Moi, j'ai accompagné une femme qui voulait être coach. C'est une collègue coach qui me l'envoie, puis en fait, il se trouve qu'elle avait besoin aussi d'être accompagnée sur les schémas. 2 ans plus tard, c'était une grande peintre. Une des plus belles expériences, c'est quand je suis allée à son vernissage. En fait, elle voulait faire quelque chose, mais elle savait pas quoi en vrai. Donc, c'était l'aider à se rencontrer. Peut-être qu'un jour, elle sera coach. Mais en tout cas, elle avait déjà besoin de rencontrer son artiste. Mais c'était très très compliqué parce qu'elle avait aucune conscience de ses capacités. C'est juste une fois, elle me dit moi j'aime bien recopier des dessins. Et j'ai vu qu'elle avait un coup de crayon absolument fabuleux. Donc à partir de là, il y a eu du travail. Là, moi j'ai fait acte de coaching de manière un peu brutale. Pour moi, mon père a ce talent de coach inné, c'est-à-dire qu'il va emmener les gens à une possibilité de dépassement de soi. Il aime bien aller au-delà des limites que le sujet se donne. Après, parfois, c'est un peu violent. Donc, je l'ai modélisé un peu sur 2-3 trucs. C'est marrant que tu nous parles de ton père après 2 heures d'entretien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, tu es en train de dire en sous-jacent que tu as modélisé ton papa qui te donnait l'image d'un homme qui coachait sans le savoir. Je pense que c'est en lien avec sa pratique des arts martiaux, parce qu'il fait beaucoup de karaté. Je pense que c'est aussi en lien avec son parcours de vie, parce que c'est un homme qui a dû se dépasser tout le temps. Tu vois, quand tu arrives en France, que tu sais pas parler, tu dois rattraper toute la scolarité. Là, pour le coup, c'est challenger, et il savait challenger les gens. Donc, moi, ce côté challenger, je peux l'avoir. Quand je sens que les gens, ils sont très enfermés, qui s'handicapent eux-mêmes. Je me souviens, on avait une demi-sœur qui avait un handicap physique. Elle avait une myopathie. Et quand elle arrivait chez nous, elle était préado. Elle bougeait pas, hein. Quand elle faisait tomber un truc, papa, il lui disait non, on te ramasse pas. Vas-y, tu peux le faire. Et en fait, petit à petit, elle a retrouvé une mobilité. Moi, j'étais petite parce qu'elle était beaucoup plus âgée que moi. Donc, je me souviens vraiment de ça. Emmener l'autre un petit peu plus loin que ce qui se met comme limite, je le fais parce que j'ai vu que c'était vertueux. Quelle est la demande la plus surprenante qui t'a été faite en accompagnement ? C'était il y a quoi, 2-3 ans ? On m'a appelé pour faire une séance de coaching avec un haut dirigeant. Je comprenais vraiment pas pourquoi cette demande m'arrivait comme ça et on a passé 3 heures à discuter en fait. Il m'a dit pourquoi il m'avait choisi. Ça m'a vraiment surprise. Pour moi, c'est une conversation profonde en fait. C'est ce qui m'a le plus surprise parce qu'on me demande de faire du coaching et en même temps, il n'y a pas le contexte hein, et pourtant c'est transformatif, tu vois. La mission a été remplie du coup. Celle qui m'avait assignée, oui. Après moi, avec mes exigences vis-à-vis des standards, pour être bien, il a fallu que je requalifie ce moment. Donc j'appelle ça une conversation profonde. Qu'est-ce que tu aimerais que tes clients ou tes élèves disent de toi ? Qu'ils ont pu apprendre des choses tout en restant eux-mêmes. Je déteste quand il y a du formatage. Quelle serait ta première décision si tu devenais président d'une organisation représentative de coachs et ou de superviseurs d'ailleurs ? J'irai voir les autres présidents des autres associations pour qu'il y ait vraiment de la connexion, pas juste sur des sujets normatifs, qu'il y ait aussi de l'échange. Du lien. Du lien, ouais. Par exemple, comment est-ce que telle association peut apporter à une autre ? Qu'est-ce qu'il y a dans sa culture ? C'est quoi ces valeurs qui peuvent enrichir la culture d'une autre association ? Donc ça serait hyper important. Et j'irais même voir d'autres associations qui ne sont pas des associations dans le même secteur pour voir aussi comment on peut créer des ponts. Je suis présidente aussi d'une association qui s'appelle Accès Culture, qui permet l'accessibilité aux publics différents, donc aux sourds, aux aveugles, à tout ce qui est culture en fait. Et je me rappelle, j'ai eu un supervisé, il était sourd. C'était très compliqué pour lui parce que ça n'était jamais pris en compte, son handicap, ni dans sa formation, ni dans sa capacité à coacher. Et du coup, c'était pas OK parce qu'il n'était pas bien positionné. À partir du moment où il m'a dit qu'il était sourd, on a travaillé autrement. Et en fait, on est passé par le corps. Tu vois, je me dis, ça pourrait être hyper fécond qu'il y ait par exemple des liens entre une association de coach et puis une association comme ça. Donc ça serait créer des liens avec d'autres associations pour pas rester dans son monde. Enfermé. Ouais. Et puis si j'étais président de l'EMCC,
International. Tant qu'à faire. Non, mais parce qu'en fait, pour moi, il y a un vrai enjeu aussi. Je trouve que c'est un petit peu dommage que ça soit toujours la langue anglaise qui soit sur le devant de la scène. Je me souviens quand j'ai eu l'award en 2017, et Risa Kadilar, le président de l'EMCC international de l'époque, m'a remis l'award. C'était à Amsterdam, je crois. Moi, j'avais préparé mon discours en anglais et tout. Tu sais, on n'est que 2 ou 3 Français chaque année à être dans ces instances-là. Il s'est tourné vers moi et il m'a dit « Tu parles en français ?» Je lui ai dit « Bah non, Risa, j'ai préparé en anglais, je vais parler en anglais. » Et là, il m'a dit « Mais non, parle en français, ils comprendront. » Et en fait, j'ai parlé en français et les gens, ils pleuraient à la fin. Je sais même plus ce que j'ai dit, quoi, tu vois. Et je crois que ça serait bien aussi qu'il puisse y avoir des ponts interculturels, mais qu'il y ait des efforts qui soient faits d'une langue à l'autre. Tu vois, en Italie, par exemple, j'avais été dans une association italienne. J'ai trouvé super classe parce qu'ils faisaient une traduction simultanée pour tous les locuteurs des langues présentes. Et c'était beaucoup plus agréable, je pense, que pour les personnes qui présentaient, de présenter dans leur langue et d'avoir une capacité de langage normale et pas diminuée parce que tu parles dans une langue qui n'est pas la tienne. Moi, je trouve ça pas normal que des gens qui parlent juste une langue, finalement, ils aient le dessus. Par exemple, nous, on a des étudiants qui viennent d'Italie, donc ils parlent italien, français, anglais, voire allemand. Ils écrivent un article de recherche en français, ils le présentent en français, ils te disent est-ce que je peux le traduire en anglais, mais t'as aucun anglais qui ferait ça. Donc, pour moi, il y a un vrai sujet, tu vois. Qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent de notre entretien ? Que le coaching, c'est de l'art. Et la supervision aussi. Je pense que c'est un art, la relation. Alors, écoutons maintenant la musique que tu as choisie pour incarner symboliquement ton propre parcours et nous en parlerons juste après. Alors il s'agit de la musique que ta fille prénommée Ella a composée pour ta pièce Iceberg en temps de crise. Cette création originale date de 2013 alors qu'elle n'avait que 10 ans. En préparant cet entretien, tu m'expliquais qu'elle a regardé une aquarelle que tu as réalisée pour le décor de la pièce et qu'elle s'est glissée, plongée dans cette émotion et que cette musique a émergé. C'est quand même assez étonnant. Je pense que c'est parce que c'est un langage, la musique. Et là, depuis qu'elle est petite, il y a un langage musical entre nous. On fait plein de ponts en fait, entre les senteurs, les sons, ce qu'on voit aussi, les couleurs. Elle a été très tôt dans la créativité, la composition musicale. Elle a commencé à composer, elle avait 5 ans. Elle a de la chance, elle a l'oreille absolue. Tu vois, c'est toujours la même question. Qu'est-ce qu'on choisit de faire en premier ? De pousser la créativité, l'expression de soi ou de donner de la technique à tout prix. Donc moi j'ai choisi la voie de la créativité, de l'expression de soi parce que je trouve que ça manque un petit peu aussi quand on rentre par la technique. Mais j'imagine que tu as dû ressentir de la fierté quand tu as entendu sa création. J'oublierai jamais. En fait, c'est pas de la fierté, c'est comme quand Tim m'a fait venir une fois et que tous les comédiens me parlaient comme s'ils étaient devenus les personnages. En fait, c'est quand il y a quelque chose de ton monde intérieur qui est compris, qui prend une forme et qui est reçu par un autre. Donc ça, pour moi, c'est de l'ordre de la grâce, de la connexion, de la rencontre. J'ai de la chance, tu sais, de pouvoir vivre ça en tant que mère. C'est au-delà de la fierté, vraiment. En fait, c'est comme quand tu laisses pousser une fleur, t'es fière de la fleur. Non, elle pousse, c'est tout, quoi. C'est juste que tu lui as pas mis une brique sur la tête. Et là, aujourd'hui, elle a 19-20 ans, c'est ça ? Et là ? Elle a 19 ans et demi. Et elle est artiste.
Elle est artiste, elle commence à vivre de son art, elle adore transmettre. Elle a déjà 10 élèves. Bon, elle a fait tout très vite. Elle est déjà autonome, elle est partie de la maison, ça fait 2 ans maintenant. Je l'ai vue la semaine dernière. Elle me dit, tu sais maman, je vais tenter le concours de Cergy Pontoise. Là, je lui dis, oh là là, mais tu veux déjà refaire quelque chose. Bon, elle a que 19 ans et demi en même temps, hein, c'est normal. Mes 2 enfants, je suis fière de leur capacité à avoir pris contact avec des choses qui étaient précieuses pour moi et de les avoir fait grandir en eux. Et là, c'est la musique. Swan, il y avait les mathématiques, il y avait la philo et surtout le soin. Donc Swan, c'est ton autre enfant, hein? Mon autre enfant, qui a 27 ans, qui est en maraude à la Croix-Rouge et qui reprend des études de médecine. La transmission. Voilà, la transmission des passions en fait. Tout ce qui est vibrant doit se transmettre. Peut-être c'est le message en fait que j'ai envie de laisser. Pour moi, les coachs sont des porteurs de flammes. Il faut continuer de la porter parce que les temps sont durs. Tout le monde a beaucoup souffert. Je crois qu'il y a cette vibration qui est intacte. Je la sens quand je suis superviseur. Il y a une puissance de vie qui est quand même très très grande chez le coach. C'est l'amor fati. Je te propose de rester sur cette idée. Je vais rappeler le titre de votre livre, coécrit avec Michel Moral, Les outils de la supervision dans les métiers de l'accompagnement chez Interédition. C'est la 2e édition de ce livre. Merci beaucoup, Florence. C'était vraiment un moment agréable pour moi. Merci beaucoup. Merci, David. Parcours de coach. Merci pour votre écoute. Le podcast Parcours de coach est diffusé sur toutes les plateformes d'écoute et toutes les applications dédiées au podcast. Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou l'application que vous utilisez. Cela nous aide à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur les différents réseaux sociaux où nous sommes diffusés. Continuez à nous envoyer vos questions, réactions ou suggestions à notre adresse électronique lemediadescoach@gmail.com et n'hésitez pas à recommander ce podcast à vos contacts. Enfin, si le coaching professionnel vous intéresse, vous pouvez désormais vous abonner à nos 2 podcasts mensuels, Un coach à la une, l'entretien pédagogique et Parcours de coach, l'entretien analytique. À très bientôt pour un nouvel épisode. Parcours de coach, une série créée par David Marion et produite par le Média des coachs.